Bienvenue à cet autre rendez-vous de votre avis compte sur les antennes de For You Media Africa. L'actualité qui concerne notamment notre rendez-vous pris pour ce lundi 21 novembre 2022 va nous conduire juste à quelques kilomètres, notamment des milliers de kilomètres si vous voulez même, du Cameroun, puisque le vol d'oiseau lui peut paraître peut-être court, mais sinon par la voie de la frontière, ça peut paraître long, la voie terrestre. La Guinée équatoriale, un pays de l'Afrique centrale qui avoisine une population pratiquement autour de 3 millions d'habitants, à moins de pouvoir exagérer. Un pays qui est riche en pétrole, un pays qui a toute la capacité nécessaire de pouvoir nourrir son pays et atteindre même justement une certaine suffisance alimentaire eu égard des moyens qui ont été développés. De ce côté, d'ailleurs, il y a quelques mois de cela, l'une des premières raffineries de ce côté avait d'ailleurs été annoncée d'être construite à hauteur de 500 milliards de dollars par le gouvernement qui est en place. Alors, ce pays a engagé hier le scrutin qui était bien sûr triple scrutin puisque les élections générales concernant notamment les élections sur le plan notamment législatif mais également sénatorial, sans toutefois oublier l'une des plus grandes de ces élections, les élections présidentielles. Le président de la République sortant, Théodore Obiang Nguema qui est donc parti sur l'échiquier avec deux opposants, parmi lesquels un qui viendra justement d'un pan de son côté et puis l'autre qui viendra de l'opposition pure même. Et au sortir notamment des élections, pratiquement dans les cours de 11 heures, le chef de l'État a donné un court point devant la presse nationale et internationale réunie de ce côté, du côté donc du centre lingua espagnol qui est donc situé notamment du côté de la capitale équato-guinéenne. Le président de la République affiche une certaine assurance quant aux élections qui ont donc donné le point de gorge hier, 20 novembre 2022. Son parti, a-t-il souligné, va récolter ce qu'il a eu à s'aimer et cela ne peut être que la victoire. On est donc à ce cas du rendez-vous pour parler de ces élections. Obiang Nguema confiant pour la victoire de son parti politique. L'analyse, bien sûr, demandée en attendant de voir donc les forces en présence quand il parle de travail effectué. Est-ce que c'est sur l'armada offensive qu'offre notamment les partis au pouvoir qui bénéficient parfois du support, notamment des moyens de l'État, ou tout simplement dans la façon à eux, ces militants, d'aller à la rencontre notamment des populations pour leur présenter le projet de société qui semble être le bon ou le meilleur, notamment pour le développement de ce pays. Merci donc de vous installer confortablement. Nous en parlons au cours de ce rendez-vous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Merci de nous retrouver sur le plateau. Nous sommes en compagnie du très habituel directeur de publication, Pierre Claver, voilà, merci, qui est donc directeur de publication de Raison Nouveau Magazine International, mais également aussi Africa First Cross News, les deux journaux qui ont paru il y a quelques jours de l'espace, l'espace de 2 jours, mais surtout aussi président d'une organisation de la société civile OSC, russo-camerounaise, qui met donc en exergue les très bonnes relations entre la Russie et le Cameroun. Et on tentera également au cours de cette émission de prendre le contact avec Christian Emechunkejedede, qui est spécialiste en gouvernance et des relations internationales et bien sûr enseignant dans les universités du Cameroun. Depuis, bonjour, bienvenue. Bonjour Florent, bonjour à nos téléspectateurs et téléauditeurs. C'est toujours avec le même plaisir que je les retrouve dans le cadre de ce programme ce matin. Voilà, merci également d'avoir accepté notre invitation au cours de ce rendez-vous. Les élections générales sont déroulées hier du côté de la République équato-guinéenne, mais de la Guinée équatoriale. D'abord, avant toutefois de prendre le point sur les élections présidentielles en elles-mêmes, qui sont justement le point d'ancrage, un regard sur ces élections. Oui, vous savez, le président Obiang Nguema, aujourd'hui le chef d'État,
un poste le plus vieux du continent, dont la longévité est la plus... qui a 43 ans pour être précis. Voilà, 43 ans pour être précis. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le lendemain politique de son pays. Et je pense même qu'il bénéficie d'un héritage, parce que ce n'est pas une ancienne colonie française, c'est une ancienne colonie espagnole qui, dans ces conditions, fonctionne sur d'autres paradigmes qui ne sont pas forcément marqués par l'ingérence étrangère, tintamarresque que connaissent les autres pays de l'Afrique francophone. Je crois aussi que la Guinée équatoriale a une identité sociologique assez atypique. C'est pratiquement un pays qui n'a pas beaucoup de groupes sociologiques. On dirait même que c'est un pays d'une seule et même tribu, parce que c'est des Fang. Les Fang et les Fang, c'est une république à la limite où un groupe sociologique est beaucoup plus est majoritaire par rapport à tous les autres, et il n'y en a pas beaucoup. Il faut rappeler que la République de Guinée équatoriale partage une longue frontière avec la République du Cameroun, du côté du sud du Cameroun. Et d'ailleurs, les deux peuples frontaliers se comprennent par la langue et partagent pratiquement les mêmes us et coutumes. Donc c'est un pays très très proche du Cameroun, tout comme le Cameroun est également très proche de ce pays-là. Donc je peux dire que cette élection se passe dans un contexte où on se posait la question de savoir s'il allait rempiler ou pas, s'il allait se présenter ou pas, s'il allait céder la place à son vice-président qui n'est autre que son fils ou pas. Mais finalement, il a décidé de se présenter. Et donc, vous voyez, quand j'analyse l'engouement populaire qui a ponctué la campagne et qui a marqué le scrutin d'hier, j'ai quand même le sentiment qu'il a encore le crédit de son peuple, de son parti politique également, parce qu'il faut savoir que c'est une élection générale qui englobait à la fois la présidentielle, les législatives et je crois les municipales. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, en attendant qu'on ne va pas anticiper, on n'ira pas vite en besoin en nous projetant avant les résultats officiels, mais je pense que jusque-là, on n'a pas appris qu'il y a eu des incidents majeurs de ce côté, et ce qui est un bon indicateur, qui nous rassure que tout s'est passé dans le calme et que bientôt, on aura une lecture précise après les résultats officiels qui sans doute ne vont pas tarder d'être prononcés de ce côté-là. Voilà, vous l'avez si bien dit, on n'ira pas vite en besoin de commencer à dire qui va être vainqueur ou pas, mais si on va se référer tout simplement à ce qu'a souligné ou laissé entendre le président sortant Teodoro Obiang-Nguema Bassoro. Nous allons tenter donc de voir à peu près les perspectives. Quels sont les éléments qui ont pu jouer ou bien jouent justement à sa faveur pour qu'il puisse briguer pour la 6e fois la magistrature suprême, en faisant donc un regard sur le landerneau politique de la Guinée équatoriale. Mais avant toutefois de rentrer donc de plein pied à ce niveau, je vous invite à suivre ce reportage qui avait été réalisé en marge donc de la tenue de ces élections du côté de la Guinée équatoriale. Les Équato-Guinéens sont appelés aux urnes le 20 novembre 2022 pour un triple scrutin, présidentiel, législatif et municipal. Au total, 3 partis politiques sont en lice pour ces élections qui se déroulent dans un contexte particulier. Car longtemps considérée comme un pays fermé, la Guinée équatoriale, sous le magistère du président Obiang-Nguema Bazogo, s'est progressivement ouverte au monde à travers la participation et l'organisation à des sommets. Le pays a abrité récemment un sommet de l'Union africaine et va présider en 2023 l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Les 3 partis en compétition pour ces élections sont le PDGE, le parti au pouvoir, le parti de la coalition social-démocrate et la Convergence pour la démocratie sociale. Pour ces 2 partis d'opposition, la tâche sera rude pour inverser la tendance à cause de l'hégémonie du parti au pouvoir sur la scène politique. Le PDGE détient 99 sièges descend de la Chambre basse sortante et la totalité des 70 sièges du Sénat. Au pouvoir depuis 1979, le président Obiang-Nguema Bazogo, 80 ans, va briguer un 6e mandat à la tête de ce pays qui connaît des moments difficiles sur le plan économique dû à l'instabilité et des prix du baril à l'échelle mondiale.
C'est d'ailleurs par souci de réduire les dépenses que ces élections triplées, présidentielles, législatives et municipales, sont organisées, et ce de manière anticipée. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Un reportage donc qui a apporté la signature à Dassam Zili de la rédaction centrale de For You Media Africa. Et puis on revient donc ces élections présidentielles qui se sont tenues. Il est vrai qu'on a mis un accent sur la présidentielle, ces élections générales. Quand on a écouté ce reportage au regard, la Guinée équatoriale, sous bien sûr le magistère du président Obiang-Nguema, a démontré ce que les autres pourraient appeler la démocratie en demandant une certaine ouverture, parce que c'est un pays qui a toujours été considéré comme fermé, ne voulant pas, entre guillemets, être envahi, ou bien à ce que le reste des personnes y viennent justement séjourner. Oui, vous savez, la Guinée équatoriale, c'est pas un pays avec une grande population, c'est une démographie assez réduite malgré les richesses, toutes les abondantes richesses dont elle dispose. Dans la Guinée équatoriale reste un pays relativement vulnérable. Lorsque vous savez qu'en Afrique francophone, on a quand même des grosses pointures comme le Cameroun qui vont chercher dans la trentaine de millions d'habitants. On a la RDC, on a le Congo-Brazzaville qui n'est pas qui n'a pas une grosse population, mais dont la population n'est pas négative, à côté d'une Guinée équatoriale qui est pratiquement menacée d'absorption par les flux migratoires. Je crois que il y a un débat sur le degré de xénophobie des autorités équato-guinéennes, mais je pense que ces autorités sont confrontées à un défi majeur, celui de préserver l'identité équato-guinéenne et les intérêts de leur population. Et là, ça crée souvent, comme récemment, il y a eu des mouvements d'expulsion assez brutaux des ressortissants de certains pays, même camerounais, du côté de la Guinée équatoriale avant ces élections générales. Donc vous comprenez, c'est donc un pays dont les autorités sont conscientes de la fragilité, de la vulnérabilité même de celui-ci, et essaient tant bien que mal à trouver des solutions, à résister pour éviter justement d'être totalement absorbé. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours sans casse. Il faut quand même aussi retenir que ce mouvement-là a toujours lieu du côté de la Guinée, à chaque fois à l'approche des échéances politiques. Ça a eu lieu cette année, les dernières élections présidentielles ont connu la même chose. Et bon, à ma foi, c'est un peu une manière pour eux de défendre leur souveraineté sans toutefois leur jeter des fleurs par rapport à la méthode, mais sinon c'est pour eux une manière de défendre leur souveraineté. Maintenant, dans un contexte qui est celui de la Guinée équatoriale, il revient généralement aux acteurs politiques et surtout aux dirigeants de trouver des solutions pour pallier aux problèmes, de trouver des formules pour pallier aux problèmes qui menacent soit la souveraineté de leurs États, soit la cohésion sociale et autres. Donc la Guinée équatoriale est heureuse dans ce sens-là et c'est de sa responsabilité. Je vous disais tantôt que, vous savez, la Guinée équatoriale, c'est un pays qui a été colonisé par l'Espagne. Donc, qui ne fonctionne pas sur les mêmes paradigmes que les autres pays de la sous-région Afrique centrale, parce que la majorité des autres pays ont été colonisés par la France, donc c'est les pays francophones, pendant que la Guinée équatoriale a été colonisée par l'Espagne. Donc, le système, l'appréhension, la compréhension des choses ne peut pas être identique avec celle des autres pays avec qui ils ne partagent pas le même héritage colonial. Et cela crée justement des incompréhensions et même des frictions dans les rapports de ces pays-là avec d'autres pays de la sous-région. Bon, maintenant, il s'agit d'un pays souverain. Il se bat pour trouver des voies et moyens pour construire sa souveraineté. Et il faut quand même aussi dire sur le plan politique, quoi que l'on dise, malgré cette tendance de vouloir toujours condamner la longévité au pouvoir de certains dirigeants africains, je pense que Obiang-Nguema Mbazogo a eu le temps d'élaborer des plans de développement pour son pays qui aujourd'hui font de celui-ci une espèce
un pays relativement développé par rapport à d'autres de la sous-région. Or, il utilise également le CFA que lui-même a intégré, mais malgré cela, il a quand même une petite marge de manœuvre pour pouvoir passer ses partenariats au niveau de la coopération internationale avec des partenaires de son choix. Donc, je pense que tout ceci pourrait impacter sur les résultats de l'élection qui vient d'avoir lieu. Et comme je disais, on attend voir. Voilà, donc justement, hier quand il est sorti de sa salle de vote remplir son devoir citoyen et devoir civique, le président de la République, Théodore Obiang Nguema a donc fait savoir à la presse que son parti, le PDGE, qui est dans le parti démocratique de la Guinée équatoriale, devra récolter ce qu'il a sémé. Allons voir pour questionner, par exemple, la magistrature, sinon le magistère du président Obiang Nguema Bassoko. Quels devraient être justement, quels sont les éléments qui peuvent permettre à ce patriarche, notamment de l'Afrique centrale, mais également aussi de l'Afrique tout entière, de haut de son vol, parler en sa faveur et lui donner assez de confiance pour se dire qu'il part gagnant. Est-ce que ce n'est pas une façon de vouloir narguer ces autres opposants avec qui il a allé au charbon pour le magistère? C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui militent en sa faveur. D'abord, moi je suis de ceux qui pensent que la limitation des mandats présidentiels est tout simplement une distraction, c'est un contre-productif. La Guinée équatoriale dont Obiang Nguema hérite lorsqu'il prend le pouvoir n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, parce que la Guinée équatoriale dispose de très grandes infrastructures de communication. Par exemple, quand vous arrivez à Kiossi, à la frontière du Cameroun, sud du Cameroun avec la Guinée, vous trouverez que du côté de la Guinée équatoriale, il y a pratiquement une autoroute. Mais du côté du Cameroun, c'est une piste. Alors, vous voyez, ça, dès que vous êtes là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui s'est passé de l'autre côté de la frontière et qui, malheureusement, ne s'est pas du tout passé de notre côté. Donc, c'est un exemple pour ceux qui ont dit... Peut-être, je ne voudrais pas vous couper d'épée, juste pour comprendre à ce niveau, parce que vous serez en train de faire le développement, le temps peut-être de revenir sur certains aspects. Est-ce que, quand vous le dites, vous présentez justement une autoroute bien dressée, un peu à l'image des pays européens, et que de l'autre côté du Cameroun, on a à peine une nationale numéro 1 qui parfois même peut ne pas... l'axe lourd, mais on a utilisé le nom de national, de numéro 1 ou bien numéro 3, et puis un peu partout. Le problème, c'est quoi? C'est le management. Le problème, ce sont les autorités, je vais dire municipales et autres, qui ont compris le projet comparativement peut-être à l'autre côté? Non, mais le problème, c'est la vision globale. C'est une vision globale parce que tout est impulsé à partir du sommet. Si lui n'avait pas eu cette vision de construire de grandes infrastructures à Guinée équatoriale, celle-ci n'aurait jamais été construite parce que c'est le dirigeant qui passe des conventions avec des partenaires pour pouvoir justement construire. Et puis à côté de ça, il y a la gouvernance publique qui s'ajoute, parce qu'au Cameroun, par exemple, nous avons de très grands projets d'infrastructure, mais qui ne prospèrent pas parce qu'il y a la corruption, à cause de la corruption. Bon, en Guinée équatoriale, je pense que c'est pas du tout la même chose. Il y a même une cité qu'il est en train de construire là-bas, une cité dont il voulait en faire un centre touristique de renommée mondiale, vous voyez. Donc, à l'amont, c'est toujours la volonté politique. C'est toujours la volonté politique. Il devrait s'adosser à une vision, mais si, en l'absence d'une vision, rien ne peut marcher. Et à côté de la volonté politique, se greffe donc la gouvernance publique. C'est pour ça que quand vous arrivez à Kiossi, vous voyez d'un côté où les gens travaillent, sont un peu plus patriotes, croient en leur pays, croient à leurs institutions, vous trouverez une autoroute, alors que du côté qui s'arrête juste au niveau de la frontière, et du côté du Cameroun, vous avez pratiquement affaire à une piste juste asphaltée qui n'a rien à voir avec ce que vous voyez de l'autre côté. Et donc c'est tout ceci qui a pu contribuer, qui pourrait contribuer à sa victoire, non seulement à la présidentielle, mais également de son parti.
dans le cadre de ces élections générales. À côté donc justement des infrastructures, parce que quand vous parlez justement de la question de l'autoroute, ça veut dire qu'on voit les infrastructures qui justement ont été émises. Est-ce que cela n'est pas aussi profitable pour la Guinée équatoriale du fait justement de sa petite, je vais dire, entité parmi justement les autres pays que vous avez eu à évoquer, qui sont un peu beaucoup plus relevés en termes de produits intérieurs bruts, ça a eu davantage à favoriser justement à ce que le gouvernement puisse mettre un accent de développement d'une part, mais surtout aussi au niveau de la bonne gestion de l'or noir dont elle dispose en tant que première ressource minière. Oui, et naturellement, je parlais de la gouvernance publique, mais si on ne prend pas avoir toutes ces richesses, mais si, si les ressources sont détournées, ou alors les retombées de ces richesses sont retournées, ça, on aura des projets qui ne seront jamais réalisés. Or, du côté, jusque-là, je pense que la Guinée équatoriale fait quand même preuve d'assez de rigueur dans la gestion, dans l'implémentation et la gestion des projets qui tiennent à réaliser, parce qu'il y a eu beaucoup de mutations en Guinée équatoriale au niveau infrastructurel. C'est pas seulement des routes, c'est des logements sociaux, c'est des écoles, c'est des universités, c'est des hôtels, c'est pratiquement tous les secteurs ont été touchés. Et tout ceci, comme je le disais, c'est davantage la conséquence d'une vision politique qui justement s'adosse sur la rigueur, une certaine rigueur en matière de gouvernance publique. Mais parce qu'on peut avoir la vision, mais si cette vision n'est pas adossée sur une rigueur en ce qui concerne la gouvernance publique, elle ne produira jamais les résultats. C'est le cas de mon pays où on a bien une autoroute, Yaoundé-Douala, mais qui a échoué parce que les gens ont volé tout l'argent, ou alors les gens ont géré au rabais comme s'ils étaient des mercenaires dans leur propre pays. Vous comprenez? Or, les Équato-Guinéens, tous ceux qui y vont, se gardent un souvenir des gens extrêmement nationalistes, extrêmement patriotes, qui, pour un oui ou un non, lorsque vous êtes étranger, peut vous mettre en difficulté parce que tous aiment leur pays. Et si le chef de l'État lui-même aime donc son pays, il ne permettra pas que ses collaborateurs puissent torpiller des projets des projets d'infrastructure dont qu'il voudrait laisser en héritage à son peuple ou alors à son pays. C'est une question tout simplement de vision, et c'est une question qui justement c'est une démarche qui justement impacte sur le plan politique à travers la confiance renouvelée ou non du peuple vis-à-vis de leurs dirigeants. Et en ce qui concerne la Guinée équatoriale, je pense que en attendant les résultats, il y a de fortes chances que le parti du président Obiangema fasse un bon résultat, et lui-même également. Voilà, justement, vous avez parlé du parti. Il est vrai qu'on pourrait également revenir sur la façon dont les populations de ce côté, on leur propose justement la vie, les encadrements qui sont proposés par le gouvernement en place, parlant justement du parti politique, le PDGE. C'est un parti politique qui a pratiquement toutes les artères de la Guinée équatoriale. Parfois on appelle ça ce genre de parti État, puisque depuis pratiquement 43 ans, il y a eu justement des racines qui ont été faites. Est-ce que sur le plan justement de la politique exercée à la base, justement en contact avec les populations ou les sympathisants, il n'y a pas le fait qu'en réalité, même si on parle d'une opposition, qu'elle n'existe clairement pas, puisqu'il parle vainqueur au regard justement de la stature, mais surtout de la grande envergure que présente le parti politique, le PDGE, en Guinée équatoriale, pour ne pas avoir un adversaire justement capable de se rapprocher de son résultat, de son acabit, ou moins de délier ses sandales. Oui, vous savez, je pense que même les partis d'opposition qui ont décidé d'affronter le PDG dans cette élection sont conscients
qu'ils ne pourront pas faire de très très bons résultats dans la mesure où ils ne peuvent pas présenter un bilan, ou alors il est difficile pour eux de présenter un projet de société alternatif qui pourrait davantage apporter aux populations équato-guinéennes mieux que ce que le PDG leur apporte jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça toute la difficulté de ces partis d'opposition qui sont alignés du côté de la Guinée équatoriale. Vous vous rappelez dans le reportage de notre consoeur Michel, elle a rappelé que l'Assemblée nationale, c'est 100 députés, compte 100 députés. Et sur les 100 députés, le PDG à lui seul en compte 99. Donc il y a un seul député de l'opposition. Bon, vous conviendrez avec moi que avec une telle répartition, l'opposition n'a pas beaucoup de chance. Mais sinon, elle est dans son rôle d'animer le jeu démocratique. Elle est dans son rôle d'animer le jeu démocratique, mais ce n'est pas une certitude qu'elle puisse faire mouche jusqu'à influencer profondément le jeu politique du côté de la Guinée équatoriale. Parce que quand on a déjà 100 députés élus, et que sur les 100, le PDG lui seul en a 90, c'est l'opposition, un seul député. Vous comprenez que au Sénat, c'est 100% pour le PDG, 77 sénateurs, 70 tous du PDGE. Vous voyez donc que c'est très très difficile dans des... C'est pas que l'opposition n'a pas de place là-bas. L'opposition a effectivement une place parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais l'opposition devrait mieux construire une œuvre alternative, une offre politique alternative, ce qui malheureusement ne semble pas accrocher les populations équato-guinéennes, parce qu'apparemment leurs attentes sont relativement satisfaites par le PDG et par le président Obiangema Mbazogo, et ce qui naturellement met tous les partis d'opposition en difficulté pour pouvoir capter l'attention ou alors recruter des voix des militants, sauf comme je disais, sauf en pas d'autres moyens, mais sur le plan démocratique, c'est apparemment très difficile. Voilà, merci justement à Oudpé, on reviendra. On se met en ligne la présence de Christian Aimé Tchonke, du D2, qui est spécialiste en gouvernance et puis des relations internationales. Monsieur, si vous êtes avec nous, bonjour, bon début de semaine. Bonjour, bon début de semaine, bonjour aux auditeurs, bonjour aux panélistes également. Voilà, on rappelle bien sûr que nous avons fait une mutation de la radio For You Africa pour la télévision For You TV Africa. Donc, c'est tous les deux médias qui sont connectés pour le rendez-vous. Alors, Christian Aimé Tchonke, avec vous, nous parlons notamment de ces élections générales qui sont tenues en Guinée équatoriale, mais beaucoup plus les présidentielles. Le président de la République, après son devoir civique et citoyen hier, le droit de vote, s'est donc exprimé devant la presse en affichant justement une certaine confiance pour la victoire de son parti d'ici à ce que les résultats officiels soient donnés par les hautes juridictions du pays. On voudrait comprendre quels sont selon vous les mobiles ou sinon les arguments qui peuvent porter justement vainqueur ou sinon annoncer la victoire du PDGE, le parti dont est membre le président sortant Teodoro Obiangema Mbazogo. Merci de me donner la possibilité. On a été coupé par justement Christian Aimé Tchonke, peut-être quelques problèmes de connexion. Le temps pour que la connexion puisse être connectée à un niveau bien rallié, justement, le sujet de For You Media. Technique. Voilà, merci, allez-y. Oui, je disais merci de l'opportunité que vous m'offrez de parler des questions de sociologie politique interne, et surtout dans le cas d'un pays voisin, un pays frère, et un pays qui présente quasiment des similitudes avec notre pays, le Cameroun, et pour voir de façon analytique la compétition électorale au sommet de l'État qui s'est déroulée dans ce pays hier.
je dirais que la position ou alors la confiance du président sortant, le candidat Obiangema, est reconfortée par la quasi-maîtrise de l'environnement électoral de son pays et surtout la mobilisation, que ce soit des ressources financières, des ressources logistiques et des ressources humaines dont il capitalise l'ensemble des rouages dans son pays. Donc c'est conscient de la stratégie qu'il a déployée, des soutiens qu'il a reçus, que ce soit des partis alliés, que ce soit de certains citoyens acquis à sa politique, que le président Obiangema se veut déjà confiant d'une certaine victoire. Rassurez-vous, la réalité politique en Guinée équatoriale est quasiment la même chose avec la réalité politique au Cameroun, où on voit des oppositions qui sont fébriles, des oppositions qui sont beaucoup plus discursives, au lieu d'être des oppositions, des partis d'opposition pragmatiques, opérationnels, avec un déploiement territorial large. Par contre, le chef de l'État équato-guinéen, mobilisant les ressources financières qui ne peuvent pas être distinguées de celles de l'État, parce que, rassurez-vous, les ministres sont nommés parce qu'ils appartiennent à une idéologie politique ou à un parti politique qui est celui du parti au pouvoir ou alors du parti allié, sont des ressortissants des communautés et qui renvoient des outputs, soutien à leur population et mobilisent des soutiens, mobilisent des affinités à l'endroit de celui qui tient le système, qui leur fait faveur. Donc on a une sorte d'engrenage qui se déploie au quotidien en faveur de celui qui tient les rênes du pouvoir. Et c'est ce que nous observons, s'il faut faire un parallèle au Cameroun, où que ce soit des ministres, que ce soit des hauts cadres, sont au service de celui-là qui leur donne la possibilité d'être à ce niveau du perchoir. Donc, le président Obiangema, et surtout que le déploiement préélectoral, avec la fermeture des frontières, avec des expulsions forcées, ils sont, il faut le dire, des actes que pose le président équato-guinéen pour contenter une partie des Guinéens, parce qu'il y a une partie des populations guinéennes qui pensent que la présence des étrangers en Guinée équatoriale nuit à leurs intérêts. Et du coup, elle voit des expulsions des Camerounais, des arrestations massives des Camerounais. C'est vrai qu'on peut l'analyser aussi dans une perspective de prévention d'un certain soulèvement qui serait dû peut-être à la manipulation des immigrés qui sont sans statut ou alors qui sont sans revenu fixe par des forces centrifuges internes ou externes. Mais toujours est-il, ces arrestations-là visent à conforter et à faire plaisir à cette partie de la population-là qui voit en les autres, en la présence des autres citoyens des pays voisins, une menace à leurs ressources, une menace à leur bien-être, ou alors une exploitation de leur bien-être. Donc, et le faisant, ceux qui s'opposaient à la politique d'Obiangema par rapport à cette ouverture des frontières, par rapport à cette immigration facile, seront réconfortés et pourront davantage lui accorder leur suffrage. Christian Metchounk, quand vous avez donc eu à évoquer cela, soutien à gauche, vous avez eu à parler notamment du travail que peuvent parfois effectuer les membres du gouvernement ou toute autre personne. Est-ce que l'un de ces facteurs, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, c'est que le PDGE, le parti politique du président Théodore Obiangema, candidat donc lui-même à la présidentielle, candidat président sortant, voilà, est justement l'apanage de ce qu'on a eu à appeler le parti-État, qui a tous les moyens possibles au détriment de ces partis d'opposition qui n'ont pas les mêmes moyens ou sinon n'en ont pratiquement pas du tout et parfois qui ne se préparent que souvent à 24 mois pour certains, peut-être d'autres pratiquement à un peu plus tôt, à 12 mois, alors que c'est quelque chose qui se planifie un peu davantage, un manque de stratégie. Est-ce que il y a justement ces moyens qui font en sorte que
le parti en place, le parti au pouvoir, ait justement les facultés possibles de venir ravir la première marche? Effectivement, on peut dire un oui péremptoire. Ça risque de se tromper parce que ce soit au Cameroun, au Gabon, ou en Guinée équatoriale, ou au Tchad, les partis d'opposition n'ont même pas parfois la possibilité d'effectuer la mission de formation de leurs militants, qui est une obligation des partis politiques. Vous allez voir, par exemple au Cameroun, depuis les élections présidentielles, rares sont des partis politiques qui sont en activité. On va rencontrer juste des petits meetings au terme peut-être des renouvellements des organes de base. Mais une activité politique véritable visant à présenter une certaine vision, visant à présenter une certaine stratégie à l'ensemble des populations dans l'optique de captiver des militants ou des sympathisants, il n'y en a véritablement pas. Il va falloir attendre la veille des échéances électorales et surtout au moment où l'État aurait déjà débloqué les soutiens financiers aux partis politiques pour voir des petits mouvements de mobilisation clientéliste. Parce que cette fois-là, c'est parce qu'il y a de l'argent qu'on va trouver si ou telle personne qui soit représentant, parfois n'étant même pas militant, et qui est susceptible même d'être coopté par le parti d'opposition à la dernière minute. C'est ce que nous avons constaté pour le cas du Cameroun, qu'on a observé avec des défections dans certaines listes, des défections dans certains partis pendant la campagne électorale. Donc véritablement les partis d'opposition manquent de structuration véritable, manquent d'idéologie véritable leur permettant de mener une activité politique professionnelle. Aujourd'hui, on est encore dans les partis politiques attrape-tout, où il n'y a aucune notion de professionnalisation politique, où des gens font de la politique en 4e ou en 5e métier. Pourtant, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les partis politiques doivent avoir des membres permanents, des employés permanents chargés d'animer la politique du parti de façon permanente. Et c'est ce que nous constatons en Guinée équatoriale, où le chef de l'État, avec que ce soit les membres de sa famille, et c'est à bon droit, les membres du gouvernement, les partis alliés, entretiennent la base, peut-être à tort, en capitalisant les ressources de l'État, et qui sont dans le cadre de nos pays néo-patrimonialistes, ou nos post-colonies, ou comme vous l'avez bien dit, qui sont des partis États, où parfois même le leader est devenu le père de la nation, vu le temps mis au pouvoir, vu le chemin parcouru au niveau de l'évolution infrastructurelle du pays, sont parfois considérés par une catégorie de populations, une catégorie d'électeurs, comme le Messie. Voilà, merci justement pour votre contribution. Christian Djonko, plaisir de vous retrouver pour avoir notre regard, votre expertise sur d'autres sujets qui concernent l'actualité du continent. Merci bien, je vous remercie. Merci. Alors, DP, pour revenir à vous, quand vous avez écouté Christian Djonko, qui est dans ce élément, du moins le regard international et puis la question de gouvernance, on comprend clairement que le président Obiangema, dans cette confiance assurée, c'est parce qu'il sait concrètement quand il a dit que le PDGE va récolter ce qu'il a sémé, et la foi en pas la maîtrise de la chose politique, mais justement à l'éducation politique qui a été faite auprès justement des membres d'une part, mais également aussi ceux qui sont sympathisants et qui ont compris clairement quel est le rôle de la politique, ce que sert la politique dans un pays pour que celui-ci puisse se développer et atteindre notamment les différentes émergences et surtout les objectifs que l'on s'est fixés. Oui, Florent, j'ai l'habitude de rappeler, toujours dans le cadre de nos programmes, il y a un élément très important qui devrait fédérer les électeurs potentiels ou les militants potentiels, les sympathisants d'une formation politique donnée, c'est l'épaisseur idéologique. Cette épaisseur idéologique se traduit à travers un projet de société qui prend en compte les attentes
des populations, parce que c'est au sein de ces populations que se recrutent les électeurs, les militants et tout ce que vous voulez. Mais malheureusement, je constate avec beaucoup d'amertume que en Afrique francophone, et même au Cameroun, les partis politiques ou alors les leaders politiques font preuve d'un superficialisme hilarant même. Parce que les gens ont peur de heurter la susceptibilité de la France et ne sont pas prêts, par exemple, à remettre en question des éléments aussi importants que les accords de coopération qui, en fait, des accords de coopération néocolonialistes qui lient nos pays à la France et qui ont été signés, il faut toujours le rappeler à notre spectateur, avant les indépendants de nos pays. Et c'était en gage de l'accession au pouvoir de ces des premiers dirigeants qui ont conduit nos pays aux indépendances, parce qu'il fallait qu'ils se soumettent totalement aux désidérateurs de l'Empire français. Et vous voyez donc, là, on revient sur une question. Quelles sont les motivations qui devraient amener un militant potentiel ou un sympathisant potentiel donné à adhérer à une formation politique? Et je crois que Jean Biangema a bien compris cela. Et aujourd'hui, la majorité des Équatoriens fédèrent, trouvent en lui des réponses appropriées à leurs attentes. Et c'est ça qui le rend donc serein lorsque vous lisez sa déclaration. Le PDGE va récolter ce qu'il a semé pendant longtemps, parce que le PDGE a entretenu la formation politique à titre permanent et a entretenu une certaine idéologie au sein de cette population pendant ces 43 ans. Il est hors de question que quelqu'un arrive là par effraction un matin et puisse faire bouger les lignes. Ça, c'est déjà une certitude. Maintenant, les autres partis qui étaient en liste ont le temps de construire d'asseoir leur popularité, mais ce serait dans un contexte assez difficile parce que le président Biangema dispose de tous les leviers pour pouvoir maintenir le PDGE à flot et comme parti dominant et sans concurrence. Je rappelais tantôt, suite au reportage de Michel, que vous imaginez dans un pays une assemblée nationale de 100 membres et que 99 membres sont de la même formation politique pendant qu'il n'y a qu'un seul membre qui sort d'une formation d'opposition. Il faut dire à un moment donné que lorsqu'il y a justement un projet de loi qui est engagé au Parlement, il n'y a plus rien à faire. Non, il n'est même pas obligé d'y assister. Oui, voilà. Puisque le savoir ne compte pas. Voilà. Mais attendez, c'est 1%. 0,1%, savoir ne compte pas. Donc ça ne sert même à rien d'assister. Ça signifie que le gars, il peut se contenter de ses émoluments et autres, et puis la vie continue, tout simplement, parce que l'opposition est faible. L'opposition n'arrive pas à présenter une offre alternative capable de changer la donne, capable d'amener les électeurs potentiels à la suivre. Restons au niveau de cette opposition, parce qu'on est en train de sortir de ça, la dernière question. Dans votre précédent propos, vous avez eu à parler notamment de l'opposition qui n'avait pas l'étoffe. Christian Métionke est également revenu là-dessus, parler d'une absence de pragmatisme d'une opposition qui est beaucoup plus dans un cadre, je crois, là, pas de discute pair. Est-ce que, en fait, je voudrais comprendre, qu'est-ce qui est réellement le problème? Est-ce que c'est la machine, par exemple le PDGE, pour le cas précis de la Guinée équatoriale, qui est tellement mise en mouvement, ou est-ce que cette opposition-là qui n'a pas su aller à proposer l'offre d'alternance claire en termes justement d'apport, et aujourd'hui la population se retrouve pratiquement dans du contentantisme, le fait de se contenter, du contentement, voilà, que propose l'actuel chef de l'État, qui aujourd'hui dans son axe de développement
pense justement assurer le meilleur et le devenir des populations équato-guinéennes. Oui, mais j'en ai parlé tantôt. Quand l'opposition n'est pas capable de construire une offre alternative, susceptible de fédérer les attentes des populations, elle va rester que dans le tintamarre, qu'on le vit partout en Afrique francophone, où les gens s'enferment dans les réseaux sociaux, ils écrivent n'importe quoi à longueur de journée et des fois n'ont même pas de carte d'électeur. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans une situation assez drôle, où l'opposition vous tient un discours auquel elle-même ne croit pas. C'est pour ça que, en ce qui concerne la Guinée équatoriale, les résultats sont là. Voilà une assemblée de 100 députés où l'opposition a un seul député, c'est un figurant. Et le parti au pouvoir en a 99. Ça signifie que l'opposition n'a pas d'offre alternative, l'opposition manque d'épaisseur idéologique, l'opposition manque d'étoffe pour pouvoir développer des stratégies de conquête du électorat. Pourtant, certainement, il y a des problèmes. Mais cette opposition vit dans une nébuleuse et s'enferme sur des sujets que tout le monde aborde, mais généralement évite des sujets qui fâchent. En évitant les sujets qui fâchent, pourtant ces sujets qui fâchent des fois sont revendiqués, des solutions sont généralement revendiquées par des populations, mais comme ces populations sont assimilées à du bétail électoral, donc l'opposition elle-même aussi pense que ce n'est pas la peine de leur apporter des solutions pragmatiques, d'apporter des solutions pragmatiques à leurs problèmes, mais de les considérer tout simplement comme des marchepieds pour accéder au pouvoir. Voilà, merci à vous DP. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de votre avis compte du 21 novembre 2022. Au plaisir de se retrouver demain pour un autre rendez-vous. Merci pour votre déplacement DP. Merci Florent et merci surtout à nos téléspectateurs et télévisiteurs de nous avoir encore une fois de plus accordé de leur temps dans le cadre de ce programme. Merci également à Christian Emechonke du DD qui a été notre spécialiste en gouvernance et des relations internationales, enseignant des universités au Cameroun. Madame, Monsieur, restez en compagnie des programmes de For You Media Africa. Prenez le rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec le programme On remue l'actu. Bon lundi à vous, mais surtout, sachez-le, l'Afrique bouge et nous aussi, nous bougeons avec. Votre chaîne de télévision panafricaine